tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as probablement passé des heures, voire des jours ou des mois à essayer de trouver le script magique, le script parfait qui va miraculeusement convertir tous tes prospects en clients fidèles. Ce script-là n'existe pas évidemment, mais dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le framework que tu dois suivre pour avoir un script quasi parfait et qui va attirer l'attention de ton prospect et susciter son intérêt pour qu'il puisse booker un rendez-vous avec toi et par la suite travailler avec toi. C'est le framework exact que j'ai suivi et je vais te montrer ici avec mon calendrier que j'ai suivi pour booker plus de 500 rendez-vous pour moi et mes clients durant ces derniers mois. Typiquement sur le mois de mai, on est le 9 mai, le jour où je fais cette vidéo, et on est à peu plus de 20 rendez-vous bookés pour moi-même. Sur le mois d'avril, on a dépassé les 47 si je m'abuse. Donc, sans perdre plus de temps, je vais directement aller sur les différentes étapes qu'on va couvrir dans cette vidéo. Donc la première, ça va être les fondements et l'anatomie des scripts. Les fondamentaux de la création de scripts par la suite. On va adresser la partie follow-up qui est très très importante avant de passer sur la partie liste des vérifications avant de lancer ta campagne de prospection. On va finir par une petite partie facultative sur les prompts IA qui sont très utiles pour pouvoir affiner, enfin plutôt peaufiner tes campagnes et rajouter un petit plus qui peut être très intéressant. Le plus important, ça va être vraiment ces premières parties-là. On va partir des fondamentaux. Comment créer un script qui marche? Quelles sont les étapes à suivre? Quelle est la structure à suivre? Donc, la première étape, c'est vraiment de susciter la curiosité. Les gens desquels tu vas prospecter reçoivent énormément d'emails tous les jours. L'objectif pour toi, c'est d'avoir une approche qui suscite leur curiosité. Quelque chose qui va leur faire se dire, ok, qu'est-ce qu'il a à me proposer? Ça a l'air d'être intéressant. Ces gens-là reçoivent parfois des centaines d'emails par jour. Il faut bien que tu te mettes à leur place et que tu comprennes que tu dois sortir du lot pour pouvoir avoir leur intérêt. Il faut donc attirer l'attention dès le début, donc commencer par un motif de contact clair. Donc là, évidemment, je te donne les principes clés et on va aller dans le détail par la suite avec des exemples notamment. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avoir des campagnes qui marchent et qui suscitent l'intérêt de tes prospects. Ensuite, la pertinence avant la personnalisation. Donc c'est quelque chose qui va probablement à l'encontre de ce que tu as entendu de tes gourous et tes influenceurs favoris dans le milieu du freelancing ou des agences. Il faut avant tout être pertinent avant d'être personnalisé dans ton approche. Il faut que ces personnes-là trouvent un écho dans ton message et qu'ils se sentent visés par ton message directement. Ça va passer par plusieurs choses comme je vais l'expliquer par la suite. Il faut que ce soit court et engageant, c'est également très important. Si tu envoies un énorme pavé dans ton email, personne ne va le lire. Les entrepreneurs sont souvent des gens très très occupés. Ils vont accorder pas plus de 10, 15, 30 secondes pour étudier ton email et vraiment en tirer le maximum d'informations. Parfois, certains regardent juste l'objet et passent à autre chose, sans te donner même plus d'une seconde. Donc c'est très important. Ensuite, il va falloir que tu soulignes les résultats souhaités. Donc tu mettes exactement l'accent sur les résultats quantifiés. Ok, c'est très important de quantifier ça et de ne pas rester vague pour que la personne sache exactement ce que tu vas les aider à accomplir. Ensuite, la partie étude de cas, très important pour asseoir un peu ton autorité et donner de la crédibilité à ton discours. Tu vas ensuite essayer de prouver tes affirmations, que ce soit par une garantie ou par quelque chose qui leur permet de se sentir sécure de travailler avec toi. Donc typiquement, on travaille à la performance ou autre. Ensuite, élément très important, c'est de vendre la réponse. L'objectif, c'est que ces personnes-là répondent à ton mail, que ce soit parce que tu leur offres une ressource qu'ils considèrent comme précieuse ou parce que tu leur proposes un appel, donc une approche un peu plus directe. Dans tous les cas, ce que tu veux, c'est vendre l'étape d'après. Tu ne veux pas vendre un devis. Tu veux vendre l'étape d'après du processus de vente, qui est généralement un call ou alors le partage d'une ressource gratuite qu'ils vont ensuite consommer. Ça peut être une VSL, ça peut être un plan, comme je l'ai dit, de growth. Peu importe. L'objectif, c'est juste que tu les amènes à faire un commitment de plus, un petit pas de plus vers la vente. On va aller directement sur l'anatomie du call d'email. Donc, cette structure, c'est la structure type que j'ai utilisée pour moi et mes clients pour, comme j'ai dit, booker plus de 500 à 600 rendez-vous euh, avec leurs prospects idéaux. Et ici, en fait, tu vas voir qu'il y a une certaine logique que tu dois suivre dans cette structure. Donc, la première partie, c'est toujours une introduction. Donc, tu vas expliquer qui tu es. Donc, bonjour, je suis un tel, euh, par exemple, CMO ou fondateur de l'agence, blablabla. Ensuite, tu vas passer sur l'offre. Tu vas expliquer exactement ce que tu as à offrir. Je vais aller en détail par la suite sur chacune de ces parties pour que tu puisses comprendre exactement ce à quoi ça correspond et ce que tu dois dire dans chacune de ces parties.
Ensuite, l'étude de cas. Donc nous venons d'aider un tel à atteindre tel objectif en tant de temps. D'accord? Ensuite, un appel à l'action. Donc typiquement, puis-je envoyer plus d'infos, puis-je envoyer une vidéo qui explique notre méthode en détail, ou parfois même un call to action, un appel à action beaucoup plus direct. Est-ce que vous avez du temps la semaine prochaine pour un rapide appel pour voir si cette méthode pourrait marcher pour vous, fonctionner pour vous. Merci. Ensuite, la signature. Signature, je vais expliquer exactement comment tu dois la structurer et éventuellement un post-scriptum. Post-scriptum, souvent, il vient en fait appuyer tout ce que tu as dit auparavant avec de la valeur en plus. Donc c'est pour les gens qui sont, on va dire, à 8 à 9 sur 10 sur l'échelle de j'ai envie de continuer à parler avec toi. Le post-scriptum peut les aider à passer le pas. Et ensuite, évidemment, une petite partie conformité RGPD parce que tu dois offrir aux gens la possibilité du coup de se désabonner de ta campagne d'email. Donc les principes fondamentaux du script. Donc premièrement, comme je l'ai mentionné dans cette intro, la première étape, ça va être de créer une intro et avant ça même une ligne d'objet. Donc la première étape dans la ligne d'objet, c'est de susciter la curiosité. Donc tu dois inciter les destinataires à ouvrir ton courriel. S'ils ne l'ouvrent pas, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur script du monde. Il faut que tu aies quelque chose qui donne envie d'ouvrir ton email. Ensuite, ça doit être concis. Si c'est quelque chose de trop long, tu n'auras pas un bon affichage. Si la personne ouvre ça sur son téléphone ou sur un autre appareil, ça va juste pas marcher. Éventuellement, tu peux mettre ton offre en valeur si c'est quelque chose de pertinent et si tu penses que c'est quelque chose qui va pas faire fuir ton prospect. Idéalement, tu restes à chercher assez vague et juste à citer à la curiosité. Ensuite, point très important, c'est d'avoir un ton conversationnel. Je conseille vraiment d'utiliser des minuscules pour donner une touche plus humaine et de ne pas être très formel. D'accord? Donc tous les trucs un peu trop corporate et le jargon qui est beaucoup trop formel, évite à tout prix parce que tout le monde fait ça et les gens ont des résultats extrêmement médiocres. Donc tu ne dois pas te fondre dans la masse. Pour les stratégies, donc je vais te donner quelques exemples. Donc la première partie ou la première catégorie, c'est les ouvroirs très génériques. Donc c'est bien si tu es débutant. Euh, donc typiquement, ça va être petite question, prénom. Qu'en penses-tu, prénom. Rapide question, prénom. D'accord? Donc ça va être des choses assez générales, juste pour attiser la curiosité. Comme je t'ai dit, je te recommande vivement de mettre des minuscules, chose que je n'ai pas faite. Mais voilà, c'est très efficace. Donc je te conseille également d'avoir une approche vraiment originale, c'est-à-dire que tu essaies de parfois même utiliser des polices qui sont très différentes ou des polices qui sont surprenantes juste pour attiser la curiosité du prospect. Donc j'ai vu énormément de gens faire ça, que ce soit en France ou aux États-Unis, et ça marche très bien. Juste parce que la personne au final va ouvrir ton mail et c'est exactement ce que tu voulais. Deuxième catégorie, c'est des lignes d'objets spécifiques à l'offre. Donc ça va directement parler de ton offre et ça va être très clair. Donc typiquement, 10 prospects qualifiés pour nom de la société, gratuit entre parenthèses. Donc là, les gens vont se dire, c'est intéressant, il m'offre 10 prospects qualifiés, fais voir ce qu'il a à dire. Même s'il a une idée que tu vas le pitcher, il ouvre le mail parce qu'il se dit, ok, j'ai au moins envie de savoir ce qu'il a à me proposer. Plus de prospects pour prénom, c'est encore une autre alternative. Ensuite, donc une fois que tu as ta ligne d'objet, la personne a ouvert l'email, c'était notre objectif premier. L'étape d'après, c'est de rédiger une introduction. Donc, il faut absolument que l'introduction soit pertinente. Il faut que le prospect sache exactement pourquoi tu le contactes. Et contrairement à ce qui se dit énormément dans des formations, que ce soit SMMA ou pour aider les freelances B2B de manière générale, c'est que les intros doivent pas forcément être personnalisées. En fait, pour parler de manière très familière, c'est hyper surcoté de personnaliser son intro. C'est pas ça qui va faire la différence et le ratio, comme je le dis, ROI sur effort fourni est extrêmement faible. Parce que généralement, quand tu fais beaucoup de personnalisation, ça diminue ton volume. D'accord? Et ce que j'explique, et ce que j'essaie d'expliquer du coup aux personnes que j'accompagne, c'est que l'effort que tu vas fournir dans la personnalisation va te prendre un temps que tu aurais pu utiliser pour faire plus de volume. À la place, je te conseille vivement de te concentrer sur les points problématiques du secteur et la manière dont tu as trouvé par exemple leurs coordonnées ou des similitudes qu'ils ont avec d'anciens clients à toi. D'accord? Donc j'ai vu que tu faisais telle et telle chose que mon ancien client faisait également. Ça a très bien marché pour lui, notre méthode. J'ai vu qu'il y avait deux trois points faibles dans ta stratégie. Je te conseille de faire ça, ça, ça. Et tu donnes de la valeur gratuitement. Tu le compares à un de ses concurrents qui fait ce qu'il devrait faire. Et tu lui offres du coup d'en discuter plus en profondeur par exemple dans un call. Ok, ça c'est beaucoup plus puissant que lui envoyer un email hyper personnalisé. Voilà, j'ai vu que tu habitais à Paris et que tu avais une agence qui avait 8 employés. Donc c'est pas vraiment pertinent et c'est pas très intéressant. La personne veut, veut, veut être sûre que tu saches si tu connais ses problèmes, d'accord? Donc
le problème dont tu parles soit pertinent pour lui et surtout que tu saches la niche spécifique à laquelle il appartient. Donc quand tu lui parles, il sait que tu parles à un dentiste, à un couvreur, à un agent immobilier. C'est vraiment beaucoup plus important et je t'invite vraiment à garder ça, à noter ça quand tu commences tes campagnes parce que c'est hyper important et beaucoup de gens se perdent dans de la personnalisation qui pour moi est vraiment inutile et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc je te donne des exemples rapides. Donc bonjour, je suis machin de telle société. Êtes-vous confronté à des difficultés liées à un point faible? Donc ça typiquement ça marche très bien pour les e-commerce. Si tu es une agence de e-commerce ou tu es un freelance qui aide les boutiques, tu vas identifier par exemple quelque chose qui ne va pas dans leur créatif, dans leur visuel. Tu leur dis, est-ce que tu as des problèmes par exemple avec ton coût par acquisition en ce moment? Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites choses que tu pouvais régler dans tes créatifs. Ok. Donc là, tu offres de la valeur et tu cibles quelque chose sur lequel ils ont probablement un problème parce que c'est un problème qui est très commun dans la niche. Mon cofondateur a trouvé votre profil en cherchant position dans l'espace sous niche et m'a suggéré d'entrer en contact avec vous. Celui-là, je l'utilise personnellement, il marche très bien. L'idée ici, c'est d'abord de montrer que tu as fait des recherches ou quelqu'un de ton équipe a fait des recherches sur ce profil spécifique et que tu as quelque chose à lui dire, d'une valeur ajoutée à lui apporter. Donc je ne vais pas finir sur tous les exemples, mais tu peux mettre pause la vidéo et prendre ce genre d'exemple d'introduction. Donc tous ces exemples-là sont issus de vraies campagnes que j'ai personnellement utilisées soit pour moi, soit pour des clients, et ils marchent très bien. Évidemment, l'objectif c'est pas de copier-coller un script, ça ne marche pas. Il faut que ton script soit adapté à la niche spécifique, et c'est pour ça que j'ai mis ici des parenthèses, enfin plutôt des accolades, pour que tu puisses adapter ça à la niche spécifique à laquelle tu appartiens ou au client que tu sers. Deuxième partie, donc là on a fait objet, intro. Maintenant l'offre, donc c'est l'élément central tout simplement du script d'email. Donc évidemment tout ce que j'explique ici ça peut s'adapter aux DM. Je ferai une vidéo spécifique pour les DM parce que c'est pas vraiment la même structure qu'un email, d'accord? Mais les principes fondamentaux que j'ai expliqués dans la toute première partie s'appliquent à n'importe quel script, même si cette vidéo est très concentrée sur l'email. Donc l'offre, c'est l'élément central comme j'ai dit. Donc les principes que tu dois absolument suivre pour parler de ton offre, c'est les quatre suivants. Le premier, c'est la clarté. Ton offre doit être claire. Ça ne sert à rien de parler du système hyper poussé de IA générative ultra boostée, etc. On s'en fiche. Je t'invite vraiment à aller regarder ma vidéo, ma première vidéo d'ailleurs sur la chaîne, où je parle de l'offre, comment créer une offre irrésistible avant de continuer cette vidéo parce que ça va t'expliquer exactement les principes à suivre pour créer une offre qui marche, dont la clarté typiquement. Donc la clarté essentielle dans ton offre. Ensuite, tu dois quantifier la valeur ajoutée que tu apportes à cette entreprise. Donc je te conseille vivement d'utiliser des chiffres et des délais précis. Donc c'est quelque chose que j'ai mentionné dans ma vidéo sur la création d'offres. Parce qu'en fait, ça va juste mettre les choses très au clair quant aux résultats qu'ils peuvent attendre de toi. Ça ne sert à rien de dire on va t'améliorer ta visibilité. Non, tu peux dire on peut t'apporter 1 million de followers dans les 2 prochaines années ou dans les 2 prochains mois. Je dis n'importe quoi, 2 prochains mois, c'est quand même assez peu commun. Mais que les personnes sachent exactement la valeur que tu vas leur apporter. D'accord? Comme ça, il n'y a pas y a pas vraiment de besoin d'aller-retour ou quoi que ce soit, d'échanges supplémentaires et qui ne sont pas vraiment utiles, qui vont juste empiéter sur le bon déroulé de ton processus de vente. D'accord? Ensuite, appel ciblé. Donc il faut que tu mentionnes une niche très précise. Une niche très précise, ça ne sert à rien de dire j'aide les entrepreneurs à. Non, j'aide les euh, couvreurs, j'aide les plombiers, j'aide les euh, agences marketing. Donc tu dois cibler une niche très précise pour que les gens sachent de qui tu parles. Ensuite, évidemment, la concision RN. Donc c'est un email, c'est pas un roman. Tu dois avoir un script assez court, d'accord? Tu dois pas dépasser, je dirais, 100 mots idéalement. Il faut que ce soit le plus court possible et que tu évites de trop rentrer dans les détails en termes de ton produit et ton service. Il faut rester assez général, expliquer exactement le désir que tu vas les aider à accomplir sans rentrer dans les détails. D'accord? Tu n'as pas besoin d'expliquer le mécanisme exact et toute la technicité derrière. Ça va juste empiéter sur tes performances, honnêtement. Donc là, je te donne encore des exemples de modèles d'offres. Tu peux revoir ma vidéo sur les offres. Je vais beaucoup plus dans le détail là-dessus. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Ensuite, la partie suivante, c'est l'étude de cas. Donc dans tes emails, dans ton email à froid, il faut absolument que tu aies une étude de cas parce que ça montre la crédibilité de ton offre. Donc c'est je t'aide à faire ça. Au passage, j'ai aidé ce mec à faire ça. Donc c'est pour ça que je peux t'aider à accomplir
l'offre que je viens de citer. C'est extrêmement important d'avoir ça dans ton script. Donc, quelques principes à suivre pour la partie étude de cas. Le premier, c'est la pertinence vis-à-vis de la niche. Si tu sers plusieurs niches, ça ne sert à rien de donner une étude de cas qui ne correspond pas à la niche du prospect en question. D'accord? Là, je te donne un exemple, les dentistes pour les dentistes. Si tu envoies un email à un dentiste, tu lui dis j'ai aidé euh, tel dentiste qui habite, qui sert telle zone à accomplir tel et tel résultat. Vu que tu es un dentiste, ça va marcher pour toi. Donc c'est ça la logique derrière l'étude de cas. Ça sert à rien de lui parler de l'agent immobilier que tu as aidé il y a quelques mois. Ensuite, mettre en avant les résultats. Donc quand tu donnes une étude de cas, on rentre dans le détail. Mais pas n'importe quel détail, on parle des résultats. Donc il a pu avoir tel et tel résultat. Tu mets en exergue les problèmes spécifiques qu'il avait. Comme ça, le prospect peut raisonner avec ça. Typiquement, les niches ont souvent les mêmes problèmes. Enfin, les gens au sein d'une même niche ont souvent les mêmes problèmes. Donc, le prospect va pouvoir raisonner avec ça et se dire, ok, c'est intéressant. Il sait de quoi il parle. Il a aidé mon collègue à faire la même chose. Pourquoi pas moi? Ensuite, la chronologie et transformation. Donc, mentionne exactement, enfin précisément l'état avant-après. Donc, typiquement, j'ai aidé Monsieur Bertrand, agent immobilier, qui galérait à avoir plus de 5 leads par mois, à générer plus de 90 leads en 2 mois, grâce à ma méthode XYZ. D'accord? C'est très très important de parler de la chronologie parce que ça rentre encore une fois dans cette logique de précision et de clarté dans ton message. Ensuite, impact quantifiable et ciblé. Parle leur langage. Ça, c'est probablement le meilleur conseil que je peux te donner dans le script et qui fait vraiment la différence, c'est de parler le langage de tes prospects. Donc, typiquement ici, je t'ai donné des exemples. 10 rendez-vous Invisalign plutôt que 10 rendez-vous tout court. Si tu parles à un dentiste ou à un orthodontiste ou je sais pas précisément comment on appelle ça. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, ok, il peut m'aider à atteindre, à accomplir un objectif très spécifique. Pourquoi? Parce que typiquement, ce truc-là est plus intéressant. Je t'ai donné un exemple aussi typique pour les chiropracteurs, les décompressions spinales. C'est quelque chose qui est assez demandé. J'imagine que ça coûte cher, donc c'est probablement des prestations qu'ils aiment faire et dont ils manquent. Tu peux leur dire, je vais t'aider à avoir 15 décompressions spinales dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Euh, en précisant du coup ce procédé spécifique des compressions spinales, tu montres déjà que tu connais la niche, tu sais de quoi tu parles, et ensuite que tu l'as probablement déjà fait, parce que tu l'as mis dans ton étude de cas. D'accord? Donc c'est très 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 puissant et je te conseille vraiment pareil, de bien prendre ça en note, parler leur langage, ça fait toute la différence parce qu'ils reçoivent encore une fois énormément de mails et tu dois te mettre à leur place et faire en sorte de sortir du lot. Évidemment, la spécificité est essentielle. Donc, quand tu parles d'une étude de cas, quand tu parles d'une entreprise, mentionne son nom, mentionne le nom de la personne avec qui tu as travaillé, parce que ça donnera plus de crédibilité. Comme ça, la personne, si elle est amenée à faire des recherches et vérifier ce que tu dis, elle trouve bien la personne telle, si elle peut même vérifier, si elle a même envie de vérifier ça avec la personne, tout se passe bien parce qu'elle a toutes les infos et ça rend encore une fois les choses beaucoup plus smooth dans le process de vente. Donc je t'ai donné encore une fois des exemples. Il y a plusieurs approches vraiment pour les études de cas. Une approche axée plutôt sur les résultats. Donc nous avons aidé l'entreprise à augmenter de temps son chiffre d'affaires dans dans un certain délai. Ensuite, l'approche plus où tu mentionnes les difficultés. Donc avant de nous rejoindre, un tel, donc c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec l'agent immobilier, donc galérer avec les leads. Donc tu mentionnes un point sensible spécifique à la niche. Nous avons mis en œuvre telle et telle méthode et on lui a permis d'atteindre tel résultat. Il y a l'approche du avant-après qui marche pareil très bien. Donc encore une fois, tout ce que je te cite ici, c'est des choses qui ont été testées et prouvées. Tu peux y aller les yeux fermés. Donc là, l'objectif, c'est de mettre l'accent sur la transformation. On a aidé l'entreprise à passer de point A ou état 1 à état 2 sans douleur. Donc la douleur, comme je l'ai mis, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur les offres, c'est quelque chose que les entreprises ou la niche spécifiquement n'aiment pas faire. D'accord? Il y a des niches par exemple qui n'aiment pas faire de pub, il y en a qui n'aiment pas prospecter en cold call. Voilà, tu dois t'informer sur les points de douleur spécifiques de la niche et vraiment appuyer dessus dans tes messages. C'est ça qui va vraiment faire toute la différence. Ensuite, citer les noms. Donc ça va vraiment renforcer ta crédibilité comme je te l'ai dit. Et typiquement, si tu as travaillé avec des grosses entreprises ou que tu as pu avoir des partenariats avec des grosses entreprises, ça va juste renforcer ta crédibilité et les gens vont beaucoup plus être à même à t'écouter. Si tu n'as pas d'études de cas, donc ça, je m'adresse à tous les débutants, typiquement, qui lancent leur agence, qui lancent leur business de freelancing ou leur business B2B de manière générale. Si tu n'as pas d'études de cas, je te donne deux approches que tu peux utiliser et pareil, qui sont testées et prouvées et approuvées, qui vont te permettre de démontrer ta crédibilité.
même si tu n'as pas d'études de cas. Donc la première, c'est de faire ce qu'on appelle du name dropping. Ça veut dire que par exemple, soit tu as travaillé de près ou de loin avec une entreprise, mais tu n'étais pas la personne responsable. Par exemple, tu as travaillé en tant qu'insider, en tant que salarié dans une entreprise et tu sais qu'ils utilisaient un certain système. Toi ensuite, quand tu as démissionné de cette entreprise et que tu as lancé ton propre business, tu as réutilisé ce que tu as appris pendant ton époque de salariat, ta période de salariat, et tu as essayé du coup de résoudre des problèmes similaires à auxquels tu étais confronté quand tu étais salarié. Donc ça peut être une approche. Également, si tu sais que d'autres entreprises avec lesquelles tu n'as rien à voir utilisent un certain mécanisme que toi tu utilises dans ton agence que tu viens de créer. Ça peut être également très bien. Tu peux dire tel et tel business qui est connu utilise le même mécanisme exactement que j'utilise et il a eu tel et tel résultat. D'accord? Donc tu dis pas que tu as travaillé pour eux, donc c'est totalement clean éthiquement parlant, mais tu utilises le même mécanisme. Donc ça peut susciter leur intérêt parce qu'il y a de l'autorité derrière. Ensuite, l'approche d'expansion du mécanisme. Ce que j'appelle expansion du mécanisme, c'est le fait de pouvoir ajouter une petite ligne dans ton script pour un peu plus étayer ton mécanisme. Donc, comme je l'ai expliqué plus haut, c'est quelque chose que je déconseille de manière générale, de t'étaler sur le mécanisme exact que tu utilises, etc. Mais dans le cas où tu n'as pas d'étude de cas, ça peut être bien si tu as un mécanisme intéressant qui sort du lot. D'accord? Donc, typiquement quelque chose auquel la niche n'est vraiment pas habituée et qui est trendy, qui est vraiment tendance et qui va pouvoir attirer l'attention. Ça peut être un bon point de levier pour toi si tu viens de commencer. Donc ensuite, la partie suivante, c'est l'appel à l'action. D'accord? Donc là, tu as fait ton intro, donc ta ligne d'objet est faite, ton intro est faite, ton offre est faite, ton étude de cas est donnée. Maintenant, tu vas faire un appel à l'action. Donc, quelles sont les prochaines étapes finalement? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il fasse? Pour moi, deux points très importants. Premièrement, c'est la concision, encore une fois, et la clarté. Il faut que ton call to action, il faut que ton appel à l'action soit très très clair. Que le prospect sache exactement ce que tu attends de lui à la fin de cet email. Donc je vais te donner des exemples par la suite. Deuxième point très important, c'est un ton conversationnel. D'accord? Ça ne sert à rien d'être hyper formel, hyper corporate, etc. Ça va juste rendre la conversation presque inhumaine, presque robotisée. Et généralement, les gens ont tendance à ne pas y répondre. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça, encore une fois, sur l'email, par email. Personne n'envoie des smileys ou des emojis ou des abréviations généralement par email. C'est un média de communication qui reste assez formel. L'objectif, c'est pas de parler en wesh wesh, c'est juste d'être humain et de paraître naturel, d'avoir un ton conversationnel. Donc les différentes stratégies d'appel à l'action, de call to action. Donc la première, c'est un CTA direct. Donc ça, c'est pour si tu as un script qui a fait ses preuves. Donc tu planifies un appel directement. Est-ce que tu aurais le temps pour un appel rapide, telle et telle date? Toujours proposer des dates, toujours. Des dates précises. Idéalement, 2 à 3 spots que tu as de dispo dans les jours qui arrivent. Idéalement, les 2 3 jours qui arrivent pour vraiment essayer de réduire la friction. Et voilà, et tu leur proposes vraiment des dates exactes. Comme ça, tu leur facilites le travail. Ils ont juste à donner leur accord sur un des 3 spots. Autre possibilité, êtes-vous disponible cette semaine ou la semaine prochaine pour discuter de la manière dont nous pouvons aider telle entreprise sur tel point faible. Ok. Ensuite, il y a le call to action un peu plus doux. Donc là, l'idée, ça va être de lui demander ce qu'il aimerait, est-ce qu'il te donne la permission d'envoyer plus d'informations. D'accord? Ou alors tu lui demandes si c'est une priorité actuellement pour lui d'augmenter son chiffre d'affaires ou de réduire son coût par acquisition ou autre. Serait-il intéressant d'examiner comment nous pouvons aider, donc j'ai oublié, entreprises à atteindre ces objectifs. Donc là, l'idée, c'est de proposer en fait juste d'approfondir les choses et d'approfondir la discussion. D'accord? Donc ça, typiquement, c'est pour les niches qui euh, vont être un peu plus résistantes au marketing. Donc ça également, ça fait partie de toutes les recherches etc., que tu dois faire avant de te lancer sur une niche spécifique. Ensuite, le call to action basé sur la valeur. Donc celui-là, honnêtement, c'est mon préféré et je pense que c'est celui qui marche pour le plus grand nombre de niches. C'est un call to action, tu vas juste proposer une ressource que le prospect considère comme de valeur ou précieuse. D'accord? Par exemple, ça peut être une étude de cas ou une petite vidéo dans laquelle tu expliques ta méthode. Et tu expliques exactement, voilà les problèmes que ta niche rencontre spécifiquement, euh, enfin rencontre souvent du moins, et comment on peut les résoudre. Et comment tu as fait pour le résoudre pour d'anciens clients. Donc c'est une approche qui marche très 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 bien parce qu'au final tu le proposes juste de l'aider gratuitement. Et surtout tu prends l'initiative de lui proposer un contenu enfin, de la valeur gratuite pour trigger si tu veux le biais de réciprocité un peu chez lui. Donc c'est un biais psychologique qui généralement donne envie aux humains de rendre quelque chose qu'on leur a donné gratuitement.
ils vont se sentir redevables envers toi quelque part. Donc c'est ça en fait l'idée ou la psychologie derrière ce genre de call to action. Ensuite, on a la signature. Donc la signature, il faut que tu sois très très simple. Tu finis ton email par une signature, c'est merci, ton nom et le titre du poste, le titre de l'entreprise. D'accord? Donc fondateur chez machin agency, par exemple. Ok? Donc c'est un point assez important parce que ça va te permettre d'augmenter la délivrabilité des emails. Donc généralement quand tu envoies un email à froid, il y a certains principes à respecter pour pas que ton email arrive dans les spams, etc. ou que les personnes même te catégorisent en spam si tu n'as pas été catégorisé immédiatement. Donc l'objectif c'est vraiment voilà, de me donner ton nom, de te présenter, comme ça les personnes peuvent aller chercher ton LinkedIn ou autre et savent exactement de qui il s'agit. Dernière partie, c'est le post-scriptum, pardon. Donc, ce que j'appelle le post-scriptum stratégique, c'est en fait une partie qui va être vraiment facultative, mais qui va te permettre de rajouter ou plutôt de vraiment faire basculer quelqu'un qui est à deux doigts de passer à l'action avec toi, ou plutôt de suivre ton call to action. Donc là, l'idée, ça va être trois grands axes principaux. Donc, premier, la garantie. Donc, soit répéter ta garantie, d'accord. Donc, par exemple, je travaille à la performance. PS, je travaille à la performance. Donc, tu finis sur cette touche-là. La personne va être beaucoup plus à même à se dire, ok, c'est intéressant, il travaille à la performance. Pourquoi est-ce que je pourrais pas creuser un peu plus, voir ce qu'il a à me proposer. Ensuite, renforcer ta crédibilité. Donc, par exemple, rajouter du coup des case studies, des études de cas, des témoignages. Donc, au passage, j'ai aidé tel et tel client à atteindre tel objectif. Donc ça, pareil, ça peut être très puissant tant que c'est fait subtilement. D'accord? C'est fait subtilement, tu lui apportes juste un peu plus de contexte sur toi et les personnes que tu as pu aider. Particulièrement s'il connaît ces clients-là ou si c'est des clients connus. Et le dernier, c'est une offre de valeur. Donc typiquement, tu peux lui proposer encore plus d'études de cas ou tu peux lui proposer une vidéo euh, euh, ou un guide gratuit ou un pense-bête ou quoi que ce, enfin, peu importe. Tu peux lui proposer aussi je vois beaucoup faire ça en e-commerce, des créatifs gratuits. Donc tu lui dis j'ai fait un petit guide sur ou plutôt un petit document avec les 5 meilleures créatives pour la niche, je sais pas, de la mode pour les marques e-commerce. Est-ce que tu veux que je te le partage par exemple? D'accord. Donc là encore une fois, partage de ressources supplémentaires précieuses, totalement gratuit. Ça ajoute de la valeur à ton message. Le point principal sur lequel je veux insister sur le post-scriptum, c'est vraiment que ça doit être subtil et ça doit venir appuyer ou renforcer tout ce que tu as dit dans ton script. Dernier point, c'est la conformité RGPD. Donc ça, tu peux faire des recherches de ton côté, mais en gros, il faut que tu offres la possibilité à ton prospect de se désabonner. D'accord? Donc je ne veux pas de suivi, je ne veux pas de relance, euh, quelque chose du genre. Donc deuxième grande partie. Donc maintenant que tu as fait ton script, etc., tu l'as lancé, il va falloir que ou plutôt tu veux le lancer, il va falloir que tu crées des relances. C'est extrêmement important d'avoir des relances. La plupart des gens ne répondent pas vraiment au premier message. Il faut que tu aies au minimum deux trois follow-up comme je vais le mentionner pour réactiver tout simplement ton précédent script. D'accord? Donc c'est hyper important et ne prends pas une absence de réponse comme un non. La plupart des gens sont très occupés, particulièrement si tu t'adresses à des entrepreneurs, etc. C'est des gens qui sont hyper occupés, qui reçoivent énormément de mails, que ce soit de leur équipe, que ce soit de potentielles demandes de partenariat, que ce soit de pub, tout simplement, de marketing de manière générale. Toi, tu arrives dans une sorte de champ de bataille et tu dois sortir du lot. Et ça, c'est une des méthodes pour réactiver, si tu veux, ton message. Donc, hyper important d'avoir un système de relance, c'est un non négociable, vraiment. Donc en termes du nombre de follow-up à envoyer, je te conseille d'en envoyer entre 2 et 3 quand il n'y a pas de réponse. Évidemment, quand il y a une réponse, c'est beaucoup plus et je ferai une vidéo sur comment gérer tes boîtes mail, etc. Comment gérer comment manager en fait les réponses et avec quelle manière approcher la gestion de toutes ces boîtes de réception si tu veux. Deuxième point important, c'est que si tu es dans une niche qui a un très petit, ce qu'on appelle TAM, c'est le marché total accessible. Donc par exemple, en gros, ta niche ne contient que, je sais pas, 10 000 personnes ou 5 000 personnes en France ou en Belgique ou en Suisse. Là, à ce moment-là, tu peux envoyer beaucoup plus de relances pour la simple et bonne raison que ces gens-là, forcément, sont probablement moins sollicités par des campagnes marketing parce que le marché est beaucoup plus réduit. Et dans un deuxième temps, tu n'as pas affaire à beaucoup de concurrence en termes de ton offre. D'accord? Donc, dans ces moments-là, c'est plutôt pertinent de continuer à follow-up. Donc, je conseille 5 à 6 relances. Si c'est des campagnes vraiment très ciblées, tu cibles une mini niche qui est vraiment très spécifique et tu sais que tu peux te permettre de, entre guillemets, les spammer, même si c'est pas du spam, encore une fois, tu veux juste les aider
à se développer. Ce que tu dois absolument du coup inclure dans tes relances, c'est mentionner les points douloureux et les résultats souhaités. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Et exploiter évidemment les études de cas et les atouts de valeur. Donc en fait, tu commences à comprendre un peu la logique du scripting et la logique derrière les scripts de cold emailing de manière générale. C'est vraiment, tu dois insister sur ce que tu apportes à ton client. Et c'est ce que je vais mentionner ici dans ce que j'appelle la liste de vérif avant le lancement. Donc si tu souhaites revérifier ton script avant de lancer ta campagne, je t'ai fait une petite liste de 4 points qui pour moi sont de loin les plus importants que tu dois bien vérifier du coup avant de te lancer. Le premier point, pardon, c'est éliminer les fautes d'orthographe de manière générale. Donc ça, c'est un non négociable. Évidemment, si ton texte est bourré de fautes et que tu parles comme un enfant de 8 ans, tu n'auras pas de réponse. Même si tu as la meilleure offre du monde, même si tu leur permets de faire 1 million d'euros par jour sans avoir à lever le petit doigt, sans avoir à payer 1 dollar. Ils seront juste pas intéressés parce que tu t'as perdu toute crédibilité juste en parlant. Deuxième point, c'est de relire ton texte et de clairement te mettre à la place du prospect, te dire qu'est-ce qu'ils y gagnent. Là, je suis un agent immobilier, je suis une agence marketing, je suis une marque e-commerce. Qu'est-ce que je gagne à travailler avec cette personne ou même ne serait-ce qu'à écouter cette personne lors d'un call. C'est hyper important et ça va te permettre de développer aussi un peu plus d'empathie et te mettre à la place de ton prospect pour que tu puisses comprendre ce dont il a vraiment, vraiment besoin et comment il réagit à tes propres scripts. Troisième, c'est de lire ton texte le lendemain. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait énormément de fois et qui m'a vraiment permis d'avoir les idées beaucoup plus au clair. Typiquement, dans une journée, si tu travailles beaucoup, etc., tu vas pas forcément avoir les idées hyper claires. Donc, je te conseille parfois, avant de lancer une campagne, ça peut être bien de la relire le lendemain et te poser les mêmes questions en fait que tu t'es posé la veille. D'accord? Voir si tu n'as pas changé de perspective. Ça peut te donner une nouvelle perspective et t'éclairer sur certains points qui t'avaient peut-être manqué la veille. Dernier point, c'est d'utiliser Bard, ChatGPT, Gemini ou autre pour recueillir des commentaires. Donc ça peut être très utile dans le sens où tu vas avoir une approche un peu plus analytique ou un peu plus systématique ou en réalité très data-driven de ton script. Donc ça veut dire que tu vas avoir un point de vue qui est assez systématique et ça va te permettre d'avoir plein de points que tu peux explorer. Ça ne veut pas dire que tout est correct, tous les commentaires que va te faire l'IA ne sont pas forcément pertinents, mais ils vont te donner des pistes de réflexion. Donc ça peut être vraiment puissant et c'est quelque chose que j'ai également utilisé. Remarque très 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 importante, ne procrastine surtout pas cette étape. Donc là, l'étape de vérification. Ne procrastine pas cette étape. Ça doit te prendre quelques minutes, une demi-heure, 1 heure peut-être maximum. Sache que ça ne sera jamais parfait. Ta campagne ne sera jamais parfaite. Et le but ou la science derrière le cold emailing, c'est vraiment de recueillir de la donnée et d'agir en fonction de la donnée. D'accord? Donc cette donnée-là, c'est les feedbacks ou les réponses de tes prospects qui vont te le donner, ou alors tout simplement les métriques que tu vas traquer pendant tes campagnes de cold email. Tu regardes le taux de réponse, tu regardes le taux d'ouverture, tu regardes le taux de réponse positive, tu regardes le taux de booking, etc. etc. C'est ces métriques-là qui vont guider tes décisions pour le cold emailing et non pas la liste de vérification que tu vas faire. Donc le point général, c'est vraiment ne procrastine pas, passe à l'action et prends du feedback le plus vite possible. Plus tu pourras tester des scripts différents et recueillir de la donnée rapidement et en volume, plus tu pourras affiner ton approche et avoir de très bons résultats. C'est la seule méthode systématique qui marche. D'accord? Donc pour t'aider un peu avec tout ça, il y a une partie que j'ai voulu ajouter dans cette vidéo, ça va être les prompts IA. Donc l'IA, faut faire assez attention parce que c'est, encore une fois, je trouve ça assez surcoté, surtout dans ce domaine-là. Mais ça peut clairement t'apporter une valeur ajoutée sur les points suivants. Donc le premier, c'est d'améliorer la clarté. Donc typiquement, tu peux demander à l'IA de reformuler certains points, etc. Excuse-moi, pour que ton script soit beaucoup plus lisible. D'accord? Donc typiquement enlever des mots inutiles, redondants, etc. Améliorer la structure des phrases. Le deuxième, c'est de donner un angle un peu plus affiné. Donc l'IA va typiquement pouvoir te donner des angles auxquels tu n'aurais pas pensé pour une niche spécifique, particulièrement si tu es débutant et que tu n'as pas eu le temps de faire énormément de recherche et que tu n'as pas eu beaucoup d'expérience avec ta niche. Ça peut être une vraie valeur ajoutée. Le troisième point, c'est juste de donner de nouvelles idées. D'accord? Donc, par exemple, trouver des angles innovants. Comme je l'ai mentionné, un point hyper important, c'est de susciter la curiosité, typiquement dans la ligne d'objet. Donc, l'IA peut vraiment t'aider à faire un petit brainstorming de ces nouvelles idées-là, venir avec une nouvelle approche qui va typiquement augmenter ton taux d'ouverture d'email. Donc, ça, c'est des petites idées que je peux te donner. J'ai également fait un cheat sheet, un petit aide-mémoire avec les scripts d'IA ou plutôt les prompts que j'utilise
le plus et que je pourrais te partager dans la description de cette vidéo. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me le demander. Tu peux soit m'envoyer un DM sur Insta, soit mettre un commentaire là-dessus. Le point principal, c'est de passer à l'action. D'accord? Donc tout ce que je viens de t'expliquer pendant cette vidéo d'une trentaine de minutes, ça ne sert absolument à rien si tu ne passes pas à l'action. Avec ce que je t'ai expliqué, tu as absolument tous les outils pour pouvoir créer un script email qui marche à 100%. Enfin, pas forcément à 100%, mais en tout cas une structure qui marche à 100%. Tu devras évidemment adapter ça avec les données que tu récupères de tes campagnes, etc. Et tweaker, peaufiner ça avec les feedbacks que tu reçois. Mais le point principal, c'est vraiment de passer à l'action. Et de manière générale, c'est quelque chose qui manque énormément à beaucoup de débutants ou même de manière générale de personnes qui ont déjà quelques années dans le business mais qui ont du mal à passer à l'action. Il faut passer à l'action une fois que tu as un produit valide. Là, en l'occurrence, on parle de scripting. Donc, une fois que tu as un script valide avec une structure qui suit ce que je t'ai enseigné, tu dois juste y aller, passer à l'action, prendre du feedback et ensuite améliorer sur le tas. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'ai essayé de rentrer un maximum dans le détail pour ce qui est de créer un script parfait. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me donner d'autres idées si tu as besoin d'autres choses qui pourraient t'aider, que tu sois un freelance, SMMA ou B2B de manière générale. Et je te dis à la prochaine.